Bonjour à vous tous et bienvenue à la deuxième édition des Vendredis horticoles de la Montérégie, organisée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec en Montérégie, en collaboration avec le Centre local de développement des jardins de Napierville. Mon nom est Caroline O'Grady, je suis conseillère en transformation alimentaire à la direction régionale de la Montérégie. J'aurai le plaisir de co-animer ce webinaire aujourd'hui avec mes deux collègues, Julie Pivin et Abdel Araiba. Les vendredis collègues de la Montérégie ont été préparés en remplacement des journées horticoles et grandes cultures de Saint-Rémy, habituellement organisées sur une base annuelle. La tenue de l'ensemble de ces webinaires est rendue possible grâce à la collaboration de l'entente sectorielle en développement bioalimentaire en Montérégie et du réseau Agri-Conseil de la Montérégie. Au menu, cet avant-midi, nous avons trois conférences. La première conférence portera sur l'aménagement d'une cuisine de transformation alimentaire. Vers 9h45, la deuxième conférence concerne la standardisation d'une recette, le comment et le pourquoi. Cette conférence sera suivie d'une courte pause vers 10h45, question de se dégourdir un peu et chercher une petite collation. Vers 10h35, la troisième et dernière conférence de l'avant-midi portera sur les lignes directrices en salubrité des aliments et les durées de conservation. Le tout est prévu qu'il soit terminé vers 11h30. Avant de commencer, voici quelques informations et consignes à suivre pour le bon fonctionnement du webinaire. Premièrement, les conférences sont présentées ce matin en direct. Afin de ne pas déranger les conférenciers durant leur présentation, vos caméras et vos micros sont fermés. Il n'est pas possible pour vous de les ouvrir. Toutefois, pour interagir, une zone de clavardage est disponible. Vous trouverez cette option au bas de votre écran. Il s'agit d'un symbole de bulle. Il peut se nommer chat, discussion ou encore converser selon la version de Zoom que vous avez. Vous devez utiliser le clavardage pour poser vos questions à nos conférenciers. Il ne sera pas possible de les poser de vive voix. À la fin de chacune des conférences, il y a par contre une période de questions. Vous pouvez poser vos questions dans le clavardage. Pour permettre à tous et à toutes de voir vos questions, nous vous demandons d'adresser vos questions à tous les panélistes et à tous les participants. Vous pouvez choisir cette option lorsque votre fenêtre de clavardage est ouverte, en bas dans un petit menu déroulant. En raison des contraintes de temps, il est possible que nous ne puissions pas répondre à toutes vos questions et nous en sommes désolés. Dans ce cas, vous pouvez écrire vos questions par courriel à vendredi.horticole@commercialmapac.gouv.qc.ca. Merci Julie d'avoir mis ce lien-là, cette adresse courriel-là dans le chat. Il est important de spécifier le nom du conférencier à qui vous adressez votre question. Le conférencier se fera un plaisir de vous répondre plus tard. Les conférences enregistrées sont également disponibles sur la chaîne YouTube du MAPAC suite à l'événement. Une communication vous sera envoyée par courriel lorsqu'elles sont disponibles et on a également mis le lien du canal YouTube dans le chat à l'instant. Je passe maintenant la parole à mon collègue Abdel pour débuter la journée. Merci Caroline. Bonjour. Notre première conférence a pour titre l'aménagement d'une cuisine de transformation alimentaire. Il sera présenté par M. Lamine Yaman Mohamed et moi-même. Je vous invite donc à ouvrir vos caméras et micros. Lamine est coordonnateur à la direction des services à la clientèle en charge des questions relatives à l'hygiène et à la salubrité alimentaire depuis mars 2021. Il s'occupe aussi du volet de la réception et de l'assignation dans leur région de compétences des plaintes en rapport avec l'innocuité alimentaire. Avant, il occupait le poste d'inspecteur en agroalimentaire et en santé animale au MAPAC, et ce depuis 2011. Il a principalement travaillé dans les secteurs de la production, ferme laitière et ferme d'élevage, de la transformation, abattoir, boucherie, charcuterie et de la restauration, y compris les détaillants, et du bien-être animal, y compris la santé animale. Donc, sans plus tarder, nous allons entamer la première conférence. Lamine, c'est à toi. Merci Abdel. Bonjour à tous. Sans plus tarder, nous allons aborder le sujet qui nous concerne ce jour. Donc, pour commencer la transformation ou la préparation alimentaire, généralement, il faut se soumettre à 3 obligations. Avoir un lieu ou un véhicule où se fait cette préparation, suivre une formation en hygiène et salubrité alimentaire et obtenir un permis de préparation générale
pour des fins de vente au détail ou de restauration. Pour ce qui nous concerne, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur les lieux de préparation ou locaux. Donc, généralement, on peut avoir la cuisine domestique au départ, une cuisine commerciale aussi ou une cuisine de type C1. La cuisine domestique est une cuisine, celle qu'on utilise habituellement pour la préparation de nos aliments personnels. La cuisine commerciale, c'est celle qui est dédiée à la préparation des aliments destinés à la vente. Et la cuisine de type C1, c'est celle qui est destinée à la transformation des aliments destinés à la vente, en gros, quand il s'agit de refaire de la revente. Pour ce type de cuisine, il y a certaines exigences particulières en ce qui concerne la transformation des produits laitiers, marins et ou carnés. Donc, il faut ici se soumettre à certaines obligations d'aménagement pour ces lieux de préparation, que ce soit une cuisine domestique ou commerciale. Les exigences sont contenues dans la loi sur les produits alimentaires, notamment dans le règlement pour les aliments. Ce sont des lieux qui doivent être exempts de polluants, de contaminants et de toute espèce animale, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. Les produits non emballés doivent être placés dans des récipients ou contenants à l'exception des fruits et légumes frais lors de leur récolte. Les supports de rangement pour l'entreposage de ces récipients ou contenants de produits doivent minimalement être entreposés à 8 cm du plancher pour des supports amovibles ou à 10 cm du plancher pour des supports fixes. L'éclairage dans ces locaux, l'éclairage artificiel ici, doit être muni d'un dispositif protecteur et il doit être d'une intensité lumineuse d'à peu près 50 décalus quand il s'agit de l'aire de préparation ou de 20 décalus quand il s'agit de l'entrepôt. Et ça, c'est des intensités qui sont mesurées à 1 mètre du plancher. Vous avez ici un exemple d'un inspecteur en plein travail. J'attirerai votre attention sur le support en arrière-plan. Vous voyez que les chaudrons qui sont entreposés quand même à très bonne hauteur. On ne vous demande pas d'aller à cette hauteur, nécessairement pas, mais au moins de respecter les exigences de 8 cm et de 10 cm, que le support soit movible ou fixe. D'autres exigences demandent que ce soit nos locaux doivent être aérés et suffisamment ventilés. Ils doivent disposer d'eau potable, courante, chaude. La température de l'eau chaude doit être minimalement à 60 degrés et d'eau froide. Il faut disposer d'un distributeur de savon liquide ou en poudre, de serviettes jetables, d'un évier muni d'un système de récupération ou d'évacuation des eaux usées. Il faudrait que l'eau qu'on utilise pour la préparation et la conservation des aliments soit potable. Cette eau, même si elle est utilisée également pour le lavage des équipements qui rentrent en contact avec les produits alimentaires, doit également être potable. La glace utilisée pour la consommation humaine, la préparation ou la conservation d'aliments doit également provenir d'eau potable. Et cette glace doit être protégée de toute contamination durant son transport, sa manutention ou son entreposage. Nous avons ici un exemple d'évier à double bac. Nous voyons les arrivées d'eau froide et chaude et qui se rejoignent avec un robinet mélangeur ici en bec de cygne. Et on a un bel exemple ici d'un siphon récupérateur des eaux usées. Minimalement, c'est des installations qui sont acceptées dans des cuisines pour la préparation des aliments destinés à la vente. D'autres exigences concernent les installations. Donc, les locaux ou compartiments qui sont nécessaires pour maintenir les températures prescrites à l'article 1.4.1 du règlement, qui stipule que les aliments réfrigérés doivent être gardés entre le point de congélation et 4 degrés Celsius. Et les aliments congelés, au maximum à moins de 18 degrés, les aliments chauds devraient être à 60 degrés minimalement. Donc, ces installations-là doivent disposer d'un thermomètre fonctionnel avec une précision de plus ou moins 1 degré Celsius. Chaque installation locale ou compartiment de réfrigération ou de congélation doit également être munie d'un thermomètre ou d'un thermographe en état de fonctionnement et d'une précision de plus ou moins 1 degré qui indique la température à l'endroit le plus chaud de l'installation. On a ici un exemple d'un inspecteur en plein travail encore. Ici,
il utilise son thermomètre laser pour pouvoir prélever la température de surface des aliments. Donc, généralement, en cas de doute ou s'il perçoit une donnée assez élevée, il peut aller avec un thermomètre à tige, prélever la température au cœur de l'aliment pour être sûr que l'aliment est conservé à la très bonne température. D'autres exigences concernent les récipients pour déchets. Donc, il faudrait que ces locaux disposent d'un récipient pour la récupération des déchets et des rébus ou détritus. Ces récipients doivent être étanches, non absorbants, ils doivent être rigides, ils doivent être munis d'un couvercle, pas être en carton. Ces récipients doivent être lavés ou nettoyés et désinfectés dès qu'ils sont vidés. Je vous montre ici un exemple d'un récipient. Ça, c'est donc un bac avec 2 compartiments. Un compartiment peut être destiné justement à la récupération des aliments compostables. Je ne saurais continuer ici sans attirer votre attention quand même sur quelques non-conformités. Si vous remarquez comme moi, la personne qui prépare les aliments n'a pas une tenue dédiée pour la préparation des aliments. Et elle aborde des bijoux. On voit bien une montre et en plus, on voit des vernis aux ongles. Généralement, ce n'est pas des comportements acceptables dans une cuisine lorsqu'on prépare des aliments qui sont destinés à la vente. Ça peut se faire quand il s'agit de la préparation des aliments personnels. Alors, toujours dans nos cuisines destinées pour la préparation des aliments pour fin de vente au détail, les surfaces du matériel, de l'équipement, des ustensiles et des contenants qui rentrent en contact direct avec les produits, à l'exception, il faut le préciser ici, des fruits et légumes frais, entiers qui ne font pas l'objet de préparation. Donc, ces surfaces-là doivent être faites d'un matériau qui ne peut être corrodé, qui doit être résistant aux opérations de lavage, de nettoyage ou de désinfection, d'un matériau non toxique et non en état ou en voie de putréfaction, non absorbant et imperméable, inaltérable par les produits et fabriqué de façon à ne pas altérer les produits. Si nous regardons cet exemple, l'inspecteur, il vérifie justement ces exigences quand il regarde ce tapis. Ça peut paraître parfois banal quand vous le regardez à l'œuvre, mais généralement, c'est des choses qu'ils vont regarder pour pouvoir déceler les non-conformités. Si nous regardons les surfaces du matériel, des équipements, des ustensiles et des contenants qui rentrent en contact avec les produits, ces surfaces-là doivent être exemptes de particules détachables, d'aspérité ou de fissures. L'exemple du tapis, du tamis inspecté tantôt dans la figure que je vous ai présentée précédemment illustre bien ce fait-là. Donc, ce matériel et ces équipements doivent être fabriqués, qui sont fabriqués par assemblage, autrement que par soudure ou joint imperméable, doivent être démontables. Et il faudrait que chacun des éléments soit accessible pour permettre le lavage, le nettoyage, la désinfection et l'inspection, parce que l'inspecteur peut vous demander de démonter ce matériel afin qu'il puisse réellement inspecter chaque partie séparément. Et puis, le recurage de ces matériels-là, de ces équipements ou ustensiles qui rentrent en contact direct avec les produits, ne devrait pas se faire au moyen d'un tampon métallique. Et donc, on recommande généralement un tampon non métallique. Pour exemple, je vous donnerai la laine d'acier qu'il faut éviter absolument dans des cuisines quand vous faites de la préparation pour des aliments qui sont destinés à la vente ou à la restauration. L'exemple ici vous présente une planche à découpe. Vous pouvez voir que elle est faite en bois. Et le bois, vous le savez tous, est poreux, à moins qu'il ne subisse un traitement pour le rendre totalement étanche. Ça c'est une non-conformité. On peut voir quand même que l'eau ou les ingrédients peuvent s'infiltrer et permettre le développement des bactéries. Et quand on regarde aussi le couteau qui est utilisé, il n'est pas très propre. Donc, c'est autant de non-conformités qu'il faut éviter quand on se lance dans une préparation d'aliments qui sont destinés à la vente ou pour des fins de restauration. D'autres exigences concernent les murs, les portes, les plafonds. Tous ces instruments doivent être, tout ce matériel doit être lavable, lisse, non en état ou en voie de putréfaction et exempt
d'aspérité ou d'écailles. Les planchers également doivent être non absorbants, lavables et sans fissures et exempts de brins de scie ou de sciure, de carton, de sel ou de toute matière sèche ou humide. Les portes et les fenêtres, les moustiquaires et bouches d'aération doivent être ajustés de façon à empêcher l'entrée de toute espèce animale, y compris les insectes et rongeurs. Vous avez ici, pour l'exemple 7, une fenêtre. C'est sûr que dans les cuisines, si on n'a pas assez de ventilation, on veut souvent ouvrir sa fenêtre. Mais si on veut l'ouvrir, c'est sûr qu'on va permettre l'entrée des insectes et de toute autre vermine. Donc, il va falloir pouvoir soit la maintenir fermée, soit disposer d'un moustiquaire que vous voyez et qui doit être bien ajusté pour justement éviter que les insectes puissent se retrouver dans la cuisine. Les insectes comme toute autre vermine. Donc, l'utilisation de la cuisine domestique est une tendance très actuelle pour la préparation d'aliments, pour des fins de vente au détail, mais aussi pour des fins de restauration. Dans les diapositives qui vont suivre, je vais juste me limiter à la vente au détail. Donc, il y a d'autres exigences auxquelles vous êtes soumis si vous décidez d'utiliser votre cuisine domestique. C'est de préparer des aliments qui sont destinés à la vente. Donc, il vous est interdit de préparer les aliments qui sont destinés à la vente en même temps que vos aliments personnels. Donc, il faut éviter d'avoir une production mensuelle supérieure à 100 kg d'aliments finis par mois. Et puis, il vous est aussi interdit de faire de la vente en gros, c'est-à-dire de la vente pour des fins de revente de ces aliments transformés. Et il faut également éviter de préparer les succédaniers de produits laitiers. En résumé, nous avons ce diagramme. Donc, en dehors des exigences d'aménagement de la cuisine dont on vient de voir prescrites dans le règlement pour les aliments de la loi sur les produits alimentaires, si vous décidez d'aller en transformation alimentaire, vous avez la possibilité d'utiliser votre cuisine domestique. Mais alors, vous êtes limité à 100 kg de produits finis par mois. Vous avez l'exclusivité des opérations, c'est-à-dire il faut éviter de préparer vos aliments personnels en même temps que les aliments qui sont destinés à la vente. Vous avez l'interdiction de faire de la vente en gros. Vous avez l'interdiction de préparer les succédaniers de produits laitiers. En plus de ça, il vous faut prendre une formation, suivre une formation en hygiène et salubrité alimentaire de type gestionnaire, aller chercher un permis de préparation générale pour des fins de vente au détail, afin de vendre vos aliments directement aux consommateurs. Vous avez une autre possibilité, celle d'aménager une cuisine commerciale, donc une cuisine exclusivement dédiée à la préparation de ces aliments qui sont destinés à la vente. Bien, en même temps, vous suivez une formation en hygiène et salubrité de type gestionnaire. Vous allez chercher votre permis de préparation générale et vous pouvez vendre vos aliments directement aux consommateurs. Mais si vous décidez de faire de la vente en gros et que vos produits contiennent des produits carnés, des produits marins ou des produits laitiers, en ce moment-là, vous êtes obligé d'aller chercher non plus un permis de préparation générale, mais un permis de vente en gros. Cependant, il faut le préciser, si vos produits, les produits fabriqués sont exclusivement faits de produits végétaux, alors à ce moment, vous pouvez vous permettre la vente en gros sans avoir besoin de changer votre catégorie de permis. Donc, vous pouvez faire votre vente en gros si vos produits sont faits exclusivement d'ingrédients végétaux, juste avec votre permis de préparation générale. Il y a quand même des liens utiles que je vous conseillerais. C'est l'aide-mémoire réglementaire dont vous avez le lien ici. Il y a le guide des bonnes pratiques. Il y a aussi la liste de références pour les matériaux de construction de l'Agence canadienne. Ici, souvent, quand vous êtes en rénovation et que vous n'êtes pas sûr qu'un matériau pourrait être accepté dans l'industrie de la transformation alimentaire, vous pouvez toujours aller vérifier à travers ces liens. Nous avons également la possibilité, vous avez la possibilité de joindre Abdel, vous avez son contact, y compris moi ici avec mon contact. Sur ce, je vous remercie et nous allons pouvoir prendre vos questions.
Merci beaucoup, Lamine, pour la présentation. Avant de passer à la question d'auditoire, nous avons ici compilé deux questions qui revenaient souvent de la part de la clientèle. Donc, nous allons tout de suite procéder avec la question numéro 1. J'ai une ferme et j'utilise ma cuisine domestique pour préparer des produits transformés, essentiellement des légumes marinés, en fait, des produits végétaux, afin de le vendre dans notre kiosque à la ferme. Est-ce qu'il y a des normes spécifiques par rapport au type de la peinture sur le mur? Ça, c'en est une question. Et la deuxième, est-ce que des armoires de type mélamine seraient conformes? Je ne prévois pas dépasser 100 kg par mois et j'envisage pas de la vente en gros. Merci Abdel. Il faut comprendre que le règlement sur les aliments, dans son article 2.1.5 alinéa 1, stipule que dans un local ou un véhicule utilisé pour la préparation des produits, les portes, les murs et plafonds doivent être lavables, lisses, non en état ou en voie de putréfaction et exempts d'aspérité ou d'écailles. C'est donc votre responsabilité de vous assurer que votre type de peinture sur les murs respecte ces exigences. Pour ce qui concerne les armoires en mélamine, en bon état, généralement, sont lisses et lavables et donc respectent ces exigences. S'ils commencent par contre à se détériorer, ils sont plus conformes. Il va falloir trouver des moyens pour corriger la situation. OK. Nous allons procéder avec la deuxième question. J'aimerais savoir si on a le droit d'utiliser un ventilateur sur pied dans une cuisine commerciale. C'est une situation qu'on observe beaucoup plus en été quand les étés sont très chauds dans une cuisine où on fait des fois de la friture. Il faut comprendre qu'il n'y a aucune contre-indication à installer un ventilateur sur pied dans une cuisine. Cependant, celui-ci ne doit pas être dirigé directement sur l'aire de préparation des aliments. De plus, il doit demeurer tout le temps propre. Vous savez, il peut brasser la poussière. Et toujours, vous devez savoir qu'il est toujours de votre responsabilité de s'assurer que les installations sont conformes et que l'innocuité des aliments que vous produisez est assurée. Merci, Lamine. Maintenant, on va passer à Caroline pour avoir les questions de l'auditoire. Caroline. Oui, bien sûr, nous avons plusieurs questions de l'auditoire. La première question, avez-vous des références pour les installations septiques, fosses septiques pour les bâtiments de la transformation d'aliments, volume d'installation minimum? Est-ce que c'est une question que vous pouvez répondre, Lamine? C'est sûr que les références, oui, on pourrait vous référer au ministère de l'Environnement. Je sais que ça relève de l'environnement du point de vue de l'aménagement des fosses septiques pour l'épuration des eaux. Et donc, nous, en ce qui concerne la préparation des aliments, nous voulons quand même qu'il y ait une récupération des eaux usées. Qu'est-ce que ces eaux deviennent après relève du ministère de l'Environnement. Mais nous pouvons toujours, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir cette référence, on pourrait vous l'envoyer plus tard. OK, excellent. Puis, je fais un petit rappel d'utiliser l'adresse courriel vendredi.horticole pour poser des questions si jamais on n'a pas le temps à y arriver. Autre question, y a-t-il des permis nécessaires pour les cuisines collectives? Des permis nécessaires pour les cuisines collectives, c'est possible, mais il va falloir se référer au service des permis. Dépendamment de l'activité que vous voulez y mener, il est possible que vous ayez besoin d'un permis, il est possible que ce ne soit pas nécessaire. Je sais que pour les cuisines collectives, en ce qui concerne souvent comme des événements spéciaux, il y a certaines exemptions dépendamment de la durée. Donc, je vous demanderai de vous rapprocher des services des permis légers. Vous pouvez toujours nous écrire, on peut toujours vous référer ou on peut aller chercher de l'information pour vous autres. Excellent. Autre question, on parle de superficie dure lisse lavable ici. Est-ce que des murs en plâtre peint sont acceptables? Puis, on a une petite précision, le placo-plâtre. OK. Ben, il faut comprendre que ça peut être peint dépendamment de votre type de peinture, mais il faut aller valider. Est-ce que le type de peinture que vous utilisez pour justement peindre ou peinturer votre placo-plâtre
est accepté dans l'industrie alimentaire. C'est pour ces raisons que vous avez la référence, ce lien qui était à la fin, le lien de la liste de référence de l'Agence canadienne. Vous avez la possibilité de vérifier que cette peinture est acceptée ou pas. Il se pourrait, par contre, que cette peinture ne s'y retrouve pas. À ce moment-là, contactez le fabricant. Le fabricant a la possibilité, souvent, ils obtiennent des attestations de l'Agence canadienne ou le certificat de non-objection de Santé Canada qu'ils vont pouvoir vous donner. Comme ça, si l'inspecteur se présente, vous présentez ces documents-là. Mais il se pourrait aussi qu'il n'ait pas ces documents. Mais par contre, il peut vous délivrer un certificat de garantie. Juste un certificat qui garantit que sa peinture peut être utilisée dans l'industrie alimentaire. À ce moment-là, vous êtes en fait, quand un inspecteur se présente, vous êtes au moins déchargé des responsabilités. Vous leur présentez ces certificats de garantie. OK, merci. Une autre question, est-ce que les aliments transformés, les ingrédients des aliments transformés doivent provenir de fournisseurs spécialisés ou est-ce qu'ils peuvent provenir de l'épicerie? Et là, attention, oui, effectivement, il y a une règle de provenance qu'il faut respecter absolument, surtout quand il s'agit des aliments préparés pour fin de vente. On ne peut pas se permettre d'aller se ravitailler de toute source qui n'est pas traçable. Oui, l'idéal serait que ça provienne de l'épicerie. Mais il y a quand même des exemptions à ce qui concerne surtout les produits végétaux et possiblement certains œufs. Donc, c'est pour ces raisons que je dis, pour de telles questions, dépendamment de ce que vous voulez utiliser comme ingrédient et de la provenance, rapprochez-vous de nous, validez l'information avant de commander. Ça se peut que ce soit accepté, ça se peut que ce ne soit pas accepté, selon les règles de provenance. Donc, par exemple, l'entreprise pourrait utiliser les légumes de leurs voisins avec d'autres produits achetés chez un commerçant pour fabriquer leurs produits. Ça serait comme un Ça, exemple. oui, c'est faisable. Excellent. Et pour les viandes, est-ce qu'il y a des règles particulières de provenance? Généralement, oui, les viandes, comme on le disait tantôt, c'est des produits cannés. Généralement, on demande que ça provienne d'une boucherie certifiée ou qui est comme inspectée. Ça peut provenir d'un abattoir de type provincial, donc qui connaît une inspection permanente. Vous ne pourrez pas, à partir de votre ferme, abattre votre bovin ou votre ovin et préparer des aliments avec cette viande-là pour la vendre à la clientèle. Okay. Donc, à moins que vous preniez votre animal, allez dans un abattoir, ça c'est faisable. Cet abattoir qui est inspecté de manière permanente, quand ces produits reviennent de là, vous pouvez justement les utiliser pour préparer vos produits et vous les mettrez en vente facilement, sans problème. OK, excellent. Puis une autre question, il y a quelqu'un qui se demande s'il souhaite vendre en épicerie, s'ils doivent absolument avoir une cuisine commerciale, même s'ils transforment moins de 100 kilos par mois. Généralement, il faut nuancer dans la mesure où, quand on parle de 100 kg par mois, c'est quand même assez faible. Si vous vous lancez pour vendre en épicerie, c'est-à-dire qu'à moins que vous ne décidiez vraiment de respecter en fait, de rester à moins de 100 kg par mois, vous ne pouvez pas dans la mesure où ça constitue ce qu'on appelle de la revente. Donc, ça s'apparente à la vente en gros. Est-ce que c'est vraiment bénéfique pour vous? C'est pour ces raisons du monde vont chercher plus que 100 kg par mois pour faire de la vente en gros. Mais il y a toujours cette autre possibilité, celle de la vente en consignation. C'est-à-dire, au lieu d'aller chercher un permis de vente en gros, vous pouvez, à l'épicerie, prendre juste un permis de maintien chaud et froid. Vous demandez à l'épicier de vous ouvrir juste un petit comptoir où vous allez vendre vos produits. Ça vous évite d'aller directement chercher un permis de vente en gros. Mais il faut comprendre que dès que vous vous engagez dans la vente en gros, vous ne pouvez plus utiliser votre cuisine domestique.
il vous faut une cuisine dédiée à ce moment-là, qui est OK. vraiment réservée pour la préparation de ces aliments. Donc, en résumé, l'entreprise qui souhaite vendre à une épicerie ne peut pas le faire de toute façon de leur cuisine domestique. Ils ne peuvent pas transformer dans leur cuisine domestique et vendre à l'épicerie tout court. Tout court, c'est ça. Est-ce qu'il y a des permis nécessaires pour la distribution de dons d'aliments? Généralement, quand il n'y a pas de vente, on est exempté de permis, généralement. Mais il faut vérifier. Donc, c'est-à-dire, si vous préparez un aliment que vous distribuez pour des fins d'aide alimentaire, généralement, ça ne prend pas un permis. Il peut arriver, par exemple, aussi de vérifier, il y a des organismes à but non lucratif qui font quand même de la vente. Mais à ce moment-là, dont les profits sont comme utilisés pour des fins humanitaires. Oui, ça se peut aussi que, à ce moment-là, il y a comme un permis qui n'est pas comme les autres, qui généralement ne coûte pas grand-chose. Mais comme je le disais tantôt, en cas de doute, il faut toujours se référer à nous autres pour que nous puissions vous donner la bonne information, plutôt que de vous engager et puis d'avoir les conséquences plus tard. Oui, bonne suggestion. Peut-être qu'on pourrait mettre aussi disponible dans le chat pour les participants l'adresse permis léger. Je sais que c'était dans la présentation, mais peut-être on pourrait l'inscrire. Une autre question. Je transforme dans ma cuisine et je fais de la vente directe. Une petite épicerie locale m'a approché pour avoir mes produits sur les tablettes. Si je comprends bien, je ne pourrais plus transformer dans ma cuisine, mais dans une cuisine commerciale. Fait qu'on revoit la question qui revient là, en lien avec l'interdiction de la revente dans la cuisine domestique. Effectivement. Pour une cuisine à la maison à air ouverte, si les murs touchent au comptoir de préparation sont conformes, ceux distants sont-ils assujettis? Je vais relire. Là. Pour une cuisine à la maison à air ouverte, si les murs touchent au comptoir de préparation, est-ce qu'ils doivent également être conformes? Donc, ces murs-là, est-ce qu'ils doivent être durs, lisses, lavables? Je crois que c'est ça l'essence de la question. Absolument, absolument, parce que déjà, il faut comprendre, tantôt quand on regardait, il y avait les murs, en fait, les équipements qui rentraient en contact avec les aliments. Là, vraiment, ils doivent être non seulement lisses, lavables, mais ils doivent également être de grade alimentaire. Par contre, les autres, les armoires murs qui ne sont pas en contact, pas nécessairement de grade alimentaire, mais ils doivent être lisses et lavables. Donc, si ça rentre en contact avec le comptoir où se fait la préparation d'aliments, ça veut dire que les aliments peuvent y toucher. Donc, absolument, il faut se rassurer que la peinture, au niveau de ces murs, est de grade alimentaire. Un mot, Caroline, peut-être c'est la dernière question pour passer à l'autre conférence. OK, parfait. Donc, une dernière question. Il y a quelqu'un qui a 2 cuisines dans leur maison de ferme. Une est pour utilisation personnelle et une deuxième est utilisée seulement pour la préparation des aliments pour la vente, des tartes, des conserves. Est-ce qu'il peut faire plus de 100 kilos mensuellement? La cuisine est séparée de la maison. Oui. À partir du moment où la cuisine est dédiée exclusivement pour des aliments destinés à la vente, oui, la personne peut faire plus que 100 kg par mois. Elle peut également faire la vente en gros. Dépendamment du type, comme on le disait tantôt, si elle décide d'aller vers des produits carnés, laitiers ou marins, ça prend des aménagements supplémentaires. OK. Abdel, est-ce que j'ai le temps pour une dernière question? Oui, vas-y. OK. Un plancher, on parle de superficie de plancher. Est-ce qu'un plancher en époxy convient? Pour autant que ce soit lisse et lavable, ça convient. Et quand on parle de lavable, ça veut dire qu'il résiste aux opérations de lavage, donc aux produits utilisés et autres et tout. Et quand c'est lisse, ça convient. Bon, merci beaucoup, Lamine. Il y avait quand même assez de questions, puis on a fini dans le temps avec beaucoup de réponses pour la clientèle. Merci, Caroline.